Ce crâne de cerf, vieux de 11 000 ans, est-il lié à une Atlantide britannique? Tout d'un coup, ces données nous permettent d'imaginer ce paysage perdu. Cette relique est-elle l'œuvre d'un astronome préhistorique? S'agit-il simplement d'un disque décoratif ou y a-t-il un sens caché? Et cet étrange dispositif a-t-il vraiment façonné le monde moderne? Honnêtement, on dirait l'invention d'un scientifique steampunk. Tous ces objets sont aussi curieux que remarquables. Ils sont cachés dans des musées, des laboratoires ou des réserves. Mais aujourd'hui, de nouvelles techniques permettent de les étudier de manière totalement inédite. Désormais, nous pouvons les reconstruire, les démonter, les examiner et mettre au jour leurs caractéristiques les plus extraordinaires, les plus anciennes et les plus étranges. Au musée du Yorkshire se trouve un artefact très ancien. Créé par les humains dans un passé incroyablement lointain. La fin de l'ère glaciaire, il y a 11 000 ans. Imaginez retourner à l'époque des pyramides de Gizeh. Reculez encore d'autant de temps, et vous seriez encore loin des 11 000 ans. C'est une très longue période. Aujourd'hui, grâce à des techniques de pointe, nous pouvons mettre ce crâne en lumière. Un examen minutieux révèle qu'il a été drastiquement modifié. D'étranges trous y ont été creusés. Ces trous ont été faits de manière artificielle à des points très précis. Les bois ont été coupés et affûtés. Les protubérances osseuses ont été supprimées. Tout a commencé avec le crâne d'un cerf. Mais l'homme l'a transformé en quelque chose de bien plus étrange. Il a été soigneusement taillé et perforé. Ces transformations pourraient provenir d'un mélange étrange de procédés naturels. Si ce crâne était unique... Il n'y en a pas qu'un. Il y a 33 crânes de cerf et laf avec les mêmes processus de fabrication. Qui les a créés? Dans quel but? Et quels secrets renferme-t-il sur le passé le plus lointain de l'humanité? Nord de l'Angleterre, 1948. Des archéologues découvrent un site préhistorique nommé Starcar, dans le Yorkshire du Nord. Starcar est aujourd'hui une étendue de terre agricole. Mais elle était située au bord d'un grand lac il y a environ 11 000 ans. Ce lac s'étendait sur environ 4 km et il y avait des îles au milieu. C'était un plan d'eau assez considérable. Lorsqu'il se dessèche, le sol se transforme en tourbe acide. Et comme pour les condiments plongés dans le vinaigre, la tourbe conserve tout ce qui y a été piégé. Un trésor archéologique est ainsi mis au jour. On y découvre des outils en pierre, mais aussi de la matière organique, comme des os et du bois. On a les toutes premières traces de l'activité de menuiserie en Europe, ainsi que le plus vieil arc complet et intact au monde. C'est incroyable d'avoir autant de matériaux aussi bien conservés. Normalement, ils ne traversent pas les siècles ainsi. Et les experts sont particulièrement fascinés par certaines découvertes. Pour un non-initié, cela ressemble à un crâne de cerf. Alors, pourquoi le monde de l'archéologie est-il bouleversé? Il a été façonné. Il a été rapetissé à la base des bois. Il a été transformé. Lorsque les experts tentent de reproduire le processus utilisé pour créer cet étrange crâne, ils découvrent que c'est loin d'être simple, en se limitant aux techniques de l'âge de pierre. On est à une époque antérieure aux outils métalliques, aux perceuses.
Le processus commence par la réduction des bois. Ensuite, il semble que les os frontaux de la mâchoire inférieure et que la partie basse de la boîte crânienne aient été retirés avec soin d'une manière très spécifique. Ils enveloppent d'argile l'os qu'ils souhaitent conserver. Le crâne est ensuite chauffé dans un feu. Les os restés à nu se fragilisent et peuvent être cassés. Et le processus ne s'arrête pas là. Il y a des trous créés de façon artificielle à des points très précis du crâne. Ils ont été faits à l'aide d'une pierre pointue ou d'une hache en silex. Chaque crâne de cerf nécessite des heures, voire des jours de travail méticuleux. Les experts ne s'attendaient pas à un tel niveau de savoir-faire sur un site vieux de 11 000 ans. Car à l'époque, survivre dans le Grand Nord est déjà un exploit. Il faisait environ 8 degrés de moins qu'à notre époque. Il était difficile de trouver de la nourriture. Passer une grande partie de son temps à travailler sur un crâne de cerf n'était peut-être pas la chose la plus adéquate à faire. Donc, ça devait être très important pour eux. À quoi sert ce crâne étrange? La réponse se trouve peut-être dans un examen plus approfondi. Un crâne de cerf naturel a des crêtes osseuses à l'intérieur. Celui-ci n'en a pas. Certaines des protubérances à l'intérieur du crâne ont été limées. Les archéologues pensent que ces éléments peuvent expliquer à quoi servent ces crânes. Ils ont été modifiés spécifiquement pour être portés sur la tête. Des trous ont été créés pour passer une sangle sur le dessus et l'attacher sous le menton. Est-on en présence d'un simple chapeau de l'ère glaciaire? Ou y a-t-il un objectif plus profond? Au début, les interprétations se concentraient sur l'idée que ces crânes étaient des déguisements de chasse et que les gens enfilaient les bois et les crânes de cerf pour augmenter leurs chances de réussite à la chasse. On sait que c'était une pratique des Amérindiens. Par exemple, en Californie, le dernier des chasseurs Yahi, Ishi, a expliqué avoir porté une couronne de bois de cerf pour susciter l'intérêt du cerf à queue blanche. Mais à Starkar, les archéologues sont confrontés à un problème avec la théorie du camouflage. Si les crânes retrouvés dans l'ancien lit du lac sont de simples gadgets de chasse, ils auraient pu être utilisés jusqu'à ce qu'ils soient usés ou cassés. Ces coiffes étaient en parfait état lorsqu'elles ont été mises dans le lac. La question est, pourquoi s'en séparer? Elles ont été placées là délibérément. Il ne s'agit pas simplement de se débarrasser d'un artefact cassé. On dirait qu'elles ont été déposées délibérément dans une étendue d'eau, comme pour une sorte de rituel. Quel est le but de ce rituel? Et pourquoi le crâne de cerf est-il aussi important? Un indice pourrait provenir de l'art rupestre du Paléolithique supérieur, relevé dans la grotte des Trois Frères, dans les Pyrénées. Un homme semble porter un costume de cerf. Peut-être est-il même en train de se transformer en cerf, ou bien en train de danser vêtu de ce costume. Des silhouettes à cornes apparaissent tout au long de l'histoire. Dans de nombreuses cultures, de l'Italie au Danemark, en passant par la France. Que sont ces visages monstrueux? Ont-ils un lien avec les crânes de Starkar? La réponse se trouve peut-être dans une image plus récente de la vie dans les steppes russes. À l'autre bout du monde, en Sibérie, une gravure de 1692 montre un homme portant des bois similaires. Cette image est accompagnée d'une légende en allemand. Chaman ou prêtre diabolique. Les archéologues aboutissent à une conclusion étonnante. À ce moment-là, les coiffes représentent l'un des premiers exemples de costumes chamaniques dans le monde de l'archéologie.
Elles permettent à celui qui les porte de se transformer en quelque chose qui n'est peut-être pas entièrement humain. Quelque chose qui mélange les caractéristiques des cerfs et l'aphe et des hommes, de manière insolite. Et cela crée un être différent d'un point de vue cosmologique. La présence de ces crânes à Starkar, il y a 11 000 ans, suggère que cet endroit était le centre d'un lieu de culte chamanique. Et il semble lié à d'autres images similaires dispersées à travers l'Europe et la Sibérie. Mais la Sibérie et le Yorkshire sont séparés par près de 4000 km de terre et de mer. Un lien est-il vraiment envisageable? Ou est-ce simplement le fruit d'une trop grande imagination archéologique? En 1931, l'équipage d'un chalutier anglais remonte une prise inattendue. Un énorme amas de bois et de tourbe. C'est un gros morceau de bois qui a été pêché dans la mer du Nord. Il est couvert de boue. Des choses sont collées dessus. Et l'une d'entre elles, c'est cet artefact. Une pointe de harpon faite en bois de cerf, remarquablement semblable à celle retrouvée à Starkar. Mais n'est-ce qu'une coïncidence? Il faudra plus de 60 ans pour qu'un lien soit fait entre l'amas de tourbe, les images étranges dispersées à travers le monde, et la coiffe. Ce n'est qu'avec la découverte du pétrole et l'utilisation de la cartographie par sonar, qui aide à mieux comprendre ce à quoi ressemblent vraiment les fonds de la mer du Nord, que l'on prend soudainement conscience qu'il existe tout un paysage englouti. Les archéologues découvrent un monde perdu. Une Atlantide rurale reliant la Grande-Bretagne à l'Europe continentale, aujourd'hui engloutie sous la mer du Nord. Cette Atlantide européenne, baptisée Doggerland, tient son nom d'un célèbre banc de sable. Tout d'un coup, ces données nous permettent d'imaginer ce paysage perdu. Des vallées, des lits de rivières, des estuaires et des kilomètres de terre peuplés de chasseurs-cueilleurs au Mésolithique et à l'âge de pierre. Comment ce paysage spectaculaire s'est-il retrouvé au fond de la mer? Pendant les périodes glaciaires, lorsque la glace est piégée dans les calottes, le niveau de la mer est abaissé. Et ces parcelles de terre peu profondes, aujourd'hui englouties, sont à l'époque en surface. Elles se couvrent de végétation, sont soumises à l'érosion par le ruissellement des eaux de pluie et deviennent des zones de peuplement. Les gens s'y installent rapidement et il y a donc une communication directe entre l'Europe continentale et la Grande-Bretagne. Il n'y a pas si longtemps, il y a 11 000 ans, nous étions tous réunis. Ce pont terrestre perdu entre la Grande-Bretagne et l'Europe fait enfin le lien entre les images d'hommes-cerfs à travers le monde et les coiffes de Starkar. La vaste étendue de Doggerland permettait aux gens de circuler beaucoup plus dans le paysage européen. Et si les humains se déplaçaient, les cerfs aussi. Il y a très peu de raisons de penser que le concept de chamanisme et ce genre de croyances n'ait pas pu voyager à travers le Doggerland et ainsi arriver jusqu'à la Grande-Bretagne à l'époque où Starkar est habité. Les crânes de Starkar ne prouvent pas seulement l'existence de pratiques religieuses ancestrales. Ils prouvent aussi qu'une culture spirituelle vieille de 11 000 ans est bien plus complexe et répandue que ce qu'on pouvait imaginer. Certains croient que des traces de ces anciens rituels chamaniques persistent dans notre monde moderne. Selon certaines légendes, les chamans de Sibérie étaient connus pour élever des rennes et offrir des cadeaux lors du solstice d'hiver, fin décembre. Et on a laissé entendre que cette image persistait de nos jours, avec l'histoire du Père Noël. C'est peut-être juste une belle histoire, ou peut-être y a-t-il du vrai.
Dans un musée allemand se trouve un objet inestimable et unique. Il ressemble à un émoticône moderne, mais il s'agit en fait d'un vieil artefact. Aujourd'hui, grâce à des techniques de pointe, nous pouvons le révéler dans toute sa splendeur. Le disque céleste de Nebra. Il est fait d'or et de bronze. Il est relativement lourd. Et c'est un très, très bel artefact. Vraiment magnifique. Il mesure environ 32 cm de diamètre. Et il aurait plus de 3500 ans. Dessus, il y a une série d'objets célestes, comme peut-être le Soleil, la Lune, un amas d'étoiles, ainsi que des arcs dorés. Serait-ce plus qu'un simple objet de décoration? Est-ce qu'il y a une signification? Est-ce que les motifs sur le disque représentent quelque chose? Ce qui ressemble au Soleil, à la Lune et aux étoiles pourrait en faire la plus vieille image du cosmos de tous les temps. Personne, pas un archéologue, ne se serait attendu à une telle découverte, ni en Égypte, ni en Mésopotamie, et encore moins au cœur de l'Europe. Est-ce l'œuvre d'une culture avancée à l'âge du bronze en Europe? Que signifient ces symboles? Sont-ils la preuve de l'existence d'un savoir secret? Ou est-ce un canular monté par des pillards? Car la découverte du disque est une véritable histoire de meurtre. Tout commence en mai 2001. L'archéologue Harald Meller se voit présenter une photo d'un trésor de l'âge du bronze. Il contient des ciseaux, des épées, des bijoux et quelque chose qu'il n'a jamais vu auparavant. Un étrange disque décoré d'or. On y voit le soleil, un croissant de lune, une série de croissants et une série d'étoiles, le tout coloré d'un or éclatant. C'est tout à fait unique à l'âge du bronze européen. Cette découverte dépasse l'entendement. C'est remarquable et vraiment saisissant. En y regardant de plus près, cela semble être plus qu'une belle image du ciel nocturne. Si vous regardez le disque dans sa globalité, vous voyez tous ces symboles. Mais quelque chose s'en détache. C'est un amas de 7 étoiles. La comparaison de la disposition de ces étoiles avec des constellations connues mène à une évidence. On pense que les 7 étoiles représentent un véritable amas stellaire, appelé les Pléiades. Meller comprend que si ce disque est authentique, il représente l'une des plus vieilles images du cosmos. Une carte du ciel. Il était tout à fait clair que si cet objet datait réellement du début de l'âge du bronze, il constituait l'une des découvertes les plus importantes au monde. Mais en 2001, lorsque Meller se voit présenter la photo de cet objet unique, ce n'est pas dans un musée. Il est en vente au marché noir. J'étais vraiment choqué. Cette découverte cruciale était entre les mains de pillards. Choqué et en colère de ne pas pouvoir y toucher et faire des recherches. Si un acquéreur privé l'obtient, il pourrait être perdu à jamais. Croyant à son authenticité, Meller piste l'artefact volé pendant des mois. En février 2002, il se fait passer pour un acheteur et organise une rencontre dans un hôtel suisse. L'homme cachait le disque dans une serviette sous sa chemise. Il l'a ouverte et m'a montré le disque. Mais Meller n'est pas venu seul. Dès que le disque change de main, la police suisse surgit. La police a fait un travail extraordinaire et c'était aussi palpitant que dans une série télé. Par la suite, les archéologues et la police retrouvent la trace de 2 chasseurs de trésors. Ils affirment avoir trouvé le disque dans la forêt de Ziegelroda, en Allemagne, près de la petite ville de Nebra, et avoir vendu leur trésor à un marchand en Rhénanie, pour environ 12 000 €. Ils étaient loin de s'imaginer que ce seul disque pouvait valoir près de 700 fois ce montant.
8,2 millions d'euros. Mais son apparence unique et ses origines criminelles rendent son authenticité discutable. Pour tous les objets provenant d'une opération illicite, une arnaque ou même du marché de l'art, il est très difficile de déterminer si ce sont des faux, des canulars ou s'ils sont vrais. C'est un problème fondamental auquel Meller est confronté. Le disque céleste de Nebra est-il un vieil artefact qui pourrait révolutionner notre compréhension d'une culture perdue? Ou s'agit-il d'une supercherie concoctée par la pègre? Maintenant qu'il a mis la main sur le trésor, Meller peut enfin essayer d'obtenir la vérité en déterminant l'âge réel du disque. Mais ce n'est pas chose aisée. La datation du disque de Nebra fut compliquée. Il est unique. Et une fois qu'il est extrait de sa couche de terre, vous n'avez plus de renseignements sur le contexte, sur l'époque, le lieu ou les conditions environnementales. Tout cela est perdu. Comme il est fait en métal, on ne peut pas le dater au carbone parce qu'il n'a pas de matière organique. Donc, on doit le dater en fonction des autres objets que l'on a trouvés avec. Il n'est pas si facile de dater les ciseaux et les bracelets, mais les archéologues n'ont aucun mal à dater les épées. La façon dont elles ont été fabriquées, le style, font penser à la culture du Nétis. Ils font partie des premiers à avoir utilisé le bronze en Europe. De 2300 à 1600 avant Jésus-Christ, la culture du Nétis occupe une grande partie de l'Europe centrale. Meller a donc ainsi une fenêtre de 700 ans pour dater les épées. Et un examen plus approfondi réduit encore davantage la ligne du temps. Il trouve d'infimes traces de bois. Dans l'un des pommeaux, nous avons trouvé des morceaux de bouleau et j'ai pu en faire une datation au carbone 14. Nous savons donc que le trésor a été enterré vers moins 1600. 1600 avant Jésus-Christ correspond parfaitement à la culture du Nétis. Si le disque céleste a bien 3600 ans, il est l'une des plus anciennes représentations du ciel nocturne. Encore plus ancienne que les cartes égyptiennes du ciel. Les enjeux archéologiques sont donc de taille. Mais les seules preuves que le disque et les épées aillent de pair, ce sont les paroles des criminels. Les épées étaient vraies, mais le disque a-t-il été réellement trouvé aux côtés des épées? Comment sait-on qu'il n'a pas été ajouté? Quelque chose de moderne, de faux, qui a été ajouté à une collection authentique d'épées. L'une des choses qui font que le disque semble vieux, c'est la corrosion verte qui le recouvre. Cette corrosion verte s'appelle le vert de gris. Elle se forme à partir du cuivre, qui est le composant principal du bronze. Et elle se forme quand ce cuivre réagit avec l'eau et l'atmosphère pour créer du carbonate de cuivre. Ces beaux cristaux bleu-vert à la surface du bronze. On peut voir ce verdissement sur les statues. La statue de la Liberté est verte pour cette même raison. Un éminent archéologue allemand suggère que le vert de gris du disque aurait pu être truqué en utilisant de l'urine. Pour découvrir la vérité, les scientifiques examinent le disque à l'aide d'un microscope électronique pour mesurer la taille des cristaux vert de gris du disque. Sur un véritable artefact, un nombre réduit de gros cristaux a eu le temps de pousser. Alors que sur un faux, ils sont bien plus nombreux, mais très très petits. Les cristaux vert de gris du disque céleste sont peu nombreux, mais de grande taille. Tout cela est cohérent avec un artefact enterré depuis environ 3500 ans. Donc on sait grâce à ces cristaux que ce n'est pas un faux. D'après la science, ce disque est si vieux qu'il est antérieur au règne de Toutankhamon. Mais est-ce un simple objet de décoration? Ou a-t-il un rôle plus concret? À quoi sert-il? Les motifs en or peuvent être un indice. Les experts pensent que cet amas d'étoiles constitue une représentation d'une véritable constellation, les Pléiades.
Cela pourrait être important, car les Pléiades sont l'une des constellations que l'on ne voit pas toute l'année dans l'hémisphère nord. Elles apparaissent à l'automne, à l'époque des récoltes, et elles disparaissent au printemps. Elles peuvent indiquer quand planter et quand récolter. Et elles ne sont peut-être pas la seule référence à l'astronomie sur le disque. Sur l'un des bords se trouve un arc doré. Et il est clair qu'il y avait autrefois un arc identique sur le bord opposé. Si vous regardez le lieu où le disque a été trouvé, les arcs semblent correspondre à la position du Soleil au solstice d'été et au solstice d'hiver, soit une différence d'environ 82 degrés. On pense que ces arcs étaient utilisés comme instruments de mesure pour déterminer la période de l'année en fonction de la position du Soleil levant. Les angles de ces arcs dorés pourraient n'être qu'une coïncidence. Mais surgit une découverte incroyable. Le site de Gözek. En 1991, une énorme découverte archéologique a été faite à seulement 25 km de l'endroit où le disque a été trouvé. Ce sont de gigantesques terrassements préhistoriques qui ont probablement servi de calendrier astronomique. Les archéologues découvrent les restes d'une structure circulaire en bois d'environ 75 mètres de diamètre, composée de 4 cercles concentriques. Le site de Gözek a une caractéristique essentielle, 2 ouvertures qui ont le même angle que les arcs du disque céleste. On pense que le site de Gözek remonte à 4900 ans avant Jésus-Christ. Plus de 3000 ans avant la création du disque céleste. Ce serait donc un véritable savoir astronomique, transmis depuis d'innombrables générations. Et bien entendu, ce n'est pas le seul site du genre. Le cromlech le plus connu au monde, c'est Stonehenge au Royaume-Uni. Sa fonction la plus célèbre, c'est qu'au solstice d'été et d'hiver, le soleil se lève à un emplacement bien particulier entre les pierres. Toutes ces similitudes pourraient-elles fournir un indice sur la vraie finalité du disque céleste ? Un site comme Stonehenge n'est pas transportable. On ne peut pas le glisser dans sa poche et aller faire des calculs pour les plantations. Donc, peut-être que le disque céleste de Nebra est une version plus fonctionnelle de ces structures préhistoriques géantes. Manifestement, les scientifiques de l'époque voulaient en savoir plus sur l'univers. Le calendrier céleste prend tout son sens. Mais il n'explique pas tout. Car un 3e arc doré a été ajouté peu de temps après la fabrication du disque. Et il n'y a pas d'explication astronomique. Alors, qu'en est-il ? Une théorie affirme qu'il pourrait s'agir d'une barque solaire. L'idée que le Soleil voyage à travers le ciel ou que les dieux déplacent le Soleil est commune à bon nombre de civilisations. Pour les Grecs anciens, Hélios, le dieu du Soleil, aurait voyagé à travers le ciel dans un char tiré par des chevaux. Pour les Égyptiens antiques, la barque de Ra est un vaisseau qui vogue à travers le ciel en transportant le dieu du Soleil, Ra. Mais ce thème apparaît aussi plus près de chez nous, dans la culture du Nétis, sur un artefact appelé le char solaire de Trundholm. Le char de Trundholm est un joyau fascinant de la culture matérielle. Il a été découvert dans un marécage au Danemark. Il représente un char tiré par des chevaux. Et à l'arrière du char se trouve un disque doré. Un soleil. Le soleil repose non pas sur une barque, mais sur un char tiré par un cheval divin. C'est la représentation du voyage éternel de la déesse nordique du soleil, Sol. C'est un exemple très intéressant et c'est probablement le parallèle le plus clair que nous ayons quant à une utilisation similaire du bronze pour créer des artefacts spectaculaires qui relient le Soleil et son mouvement dans une cosmologie de l'âge du bronze. Les similitudes avec le disque semblent claires. Selon les experts, c'est la meilleure explication que nous ayons pour cet étrange 3e arc. Mais des idées religieuses de culture aussi lointaines auraient-elles vraiment pu atteindre l'âge du bronze en Europe centrale? La réponse se trouve peut-être dans le disque lui-même.
Si vous analysez la composition du métal, en particulier les oligo-éléments, vous n'en trouvez qu'en infime quantité. Ils peuvent vous aider à connaître l'origine de ce métal. Lorsqu'ils ont examiné les isotopes du plomb dans le cuivre, qui est le principal composant du bronze, l'empreinte isotopique du plomb correspondait au site à l'extrême est des Alpes. Une fois le cuivre localisé à l'extrême est des Alpes, les experts se penchent sur les autres métaux. Ce qui lui donne ce caractère étonnant, c'est l'or qui a été appliqué à la surface. Restait donc à savoir d'où aurait pu provenir cet or. L'or de l'arc sur le côté du disque est originaire du bassin des Carpates en Roumanie. Mais l'or du Soleil, de la Lune et des étoiles s'avère plus difficile à identifier. Le professeur Borg fait des prélèvements sur tous les gisements d'or en Europe. Environ 270 endroits dans toute l'Europe ont été exclus. Les Cornouailles sont la seule région, jusqu'à présent, où la composition de l'or correspond à celle retrouvée sur le disque céleste de Nebra. C'est une découverte exceptionnelle. La distance entre les Cornouailles et les Alpes de l'Est, d'où provient le cuivre, dépasse largement les 1000 km. Le disque céleste de Nebra nous montre qu'à l'âge du bronze, les gens voyageaient à travers l'Europe. Ils avaient des relations commerciales. Il existait déjà une Europe unie 1600 ans avant Jésus-Christ. N'est-ce pas incroyable? L'idée que des croyances religieuses sur le Soleil aient pu être échangées avec la culture du Nétis n'est donc pas si difficile à croire. Nous ne connaîtrons peut-être jamais toute l'histoire de ce disque. Est-ce un symbole spirituel? Un calendrier cosmique? Ou peut-être les deux? Mais ce que nous montre le disque, c'est que des cultures considérées comme primitives étaient en fait bien plus évoluées que ce que nous imaginions. Ce qui est incroyable à propos de ce petit objet, quoi qu'il représente, c'est qu'il nous montre que les gens, il y a des milliers d'années, pratiquaient l'astronomie. Ils regardaient vers le ciel. Ils comprenaient les mouvements du Soleil et des étoiles et leurs liens avec les phénomènes qui se produisaient sur Terre. C'était l'une des toutes premières sciences. Dans les sous-sols du Musée des sciences de Londres se trouve un engin bizarre de la fin du 19e siècle. Il ressemble à un projet scientifique scolaire qui aurait mal tourné. Mais rien n'est plus faux. Cette chose étrange a changé tout ce qui nous entoure. Presque tout ce que l'on peut voir ou toucher a été affecté par le développement de ce dispositif. Aujourd'hui, nous pouvons redonner vie à cette antiquité. Voici la diode à vide de Fleming. Mesurant 22 cm et demi, c'est un gadget en forme d'araignée, en verre et filament. Vous pouvez voir un filament métallique et une plaque intégrée dans un tube de verre. C'est la combinaison de métal et de verre qui crée une très belle structure physique. Lorsque vous l'allumez, elle semble prendre vie. Elle a une superbe caractéristique. Elle brille comme une lampe à incandescence. Mais elle ressemble davantage à l'idée que le docteur Frankenstein se fait d'une ampoule. Un courant passe à travers la bulle de verre et se connecte à une fine feuille de métal, près du filament incandescent. Au départ, elle est conçue pour améliorer les premières radios. Mais elle va accidentellement déclencher une révolution technologique qui perdure encore aujourd'hui. Dans quel but a-t-elle été créée? Comment fonctionne-t-elle? Comment va-t-elle finir par tout transformer? Dans la seconde moitié du 19e siècle, le premier câble télégraphique transatlantique relie l'Amérique à l'Europe. Pour la première fois, les pays peuvent communiquer entre eux instantanément à travers des milliers de kilomètres dans l'océan.
Mais cette révolution a un point faible. Il doit y avoir un câblage. Les câbles sont coûteux, sujets aux pannes, et les messages ne peuvent être envoyés qu'entre des points fixes. Les navires en mer, par exemple, sont complètement sourds et muets. Mais dans un laboratoire allemand, une expérience scientifique va déclencher un changement radical. En 1887, le physicien Heinrich Hertz utilise une étincelle pour produire des ondes électromagnétiques, que l'on appellera les ondes radio. Elle crée une étincelle dans un récepteur à 50 cm de distance. Entre les deux, il n'y a que de l'air. C'est magique. On pensait que l'électricité avait besoin de passer par un câble. Le concept d'avoir un flux électrique sans passer par un câble était tout nouveau. Cela conduit à une idée qui semble impossible. La communication sans fil. Mais l'expérimentation scientifique menée par Hertz ne fonctionne que sur des distances de quelques centimètres. À lui seul, il ne changera jamais le monde. Un homme, plus que tous les autres, transforme le rêve de la communication sans fil en réalité. Un jeune ingénieur italien nommé Guglielmo Marconi. Au cours de la décennie suivante, il fait d'énormes progrès dans le développement de la radio. En 1899, la radio de Marconi sauve des vies. Un bateau phare sur la Manche transmet le premier signal de détresse au monde et alerte les gardes-côtes au sujet d'un navire en difficulté. Mais Marconi voit les choses en grand. Il veut que les ondes radio traversent l'Atlantique. Or, son récepteur ne peut pas les capter au-delà de cette distance. Il développe donc un détecteur plus sensible, mais qui a ses propres problèmes. Il n'était pas tout à fait parfait parce qu'il a été construit sur une horloge. Ce qui signifie qu'il doit être remonté à la main. Si l'opérateur radio oubliait de le remonter, le système ne fonctionnait plus. Marconi souhaite supprimer l'élément mécanique et améliorer davantage la sensibilité. Car plus de sensibilité veut dire plus de fiabilité dans la réception et une plus grande portée. Entre en jeu John Ambrose Fleming, un scientifique travaillant pour Marconi. Cet objet en forme d'araignée est son idée. Mais comment ce petit engin a-t-il permis au monde de communiquer? Fleming adopte une approche tout à fait inédite dans la détection des ondes radio. Son dispositif ne détecte pas seulement le signal, il le manipule. Voilà comment fonctionne une radio. Lorsque vous recevez un signal, celui-ci fait des allers-retours, positifs, négatifs, très rapidement. Des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de fois par seconde. Cela rend impossible la mesure directe du signal électrique de l'antenne. Le changement de direction est si rapide que l'aiguille le mesurant ne commence même pas à bouger avant que le courant ne s'inverse. L'aiguille a l'air immobile. On ne peut donc pas détecter le signal radio. Le dispositif de Fleming, également connu sous le nom de diode thermo-ionique, résout le problème en coupant le signal en deux. La diode thermo-ionique permet au courant de circuler dans un sens, mais pas dans l'autre. Lorsque le dispositif de Fleming est intégré dans le récepteur radio, il n'y a de l'électricité que dans un sens. L'aiguille n'est pas ramenée à zéro par le courant inverse. Donc le détecteur peut enregistrer le signal. Et un message peut être reçu à des milliers de kilomètres. Mais comment réussit-il cette étrange astuce avec le courant? Le secret de la diode thermo-ionique se trouve à l'intérieur du tube en verre. Dans le vide, un mince filament rougeois. Près de lui se trouve une fine plaque de métal. La magie opère dans l'espace entre eux. Tout est basé sur l'une des plus grandes, ou plutôt l'une des plus petites découvertes scientifiques de tous les temps. 1897, Cambridge. Le monde scientifique regorge de nouveaux rayons. Pas seulement la radio et les rayons X, mais un tout nouveau et mystérieux rayon nommé le rayon cathodique.
Un physicien du nom de J.J. Thomson étudiait les rayons cathodiques. Et il a découvert qu'il ne s'agissait pas du tout de rayons, mais de toutes petites particules. À l'époque, les scientifiques croyaient qu'il n'y avait dans l'univers rien de plus petit qu'un atome d'hydrogène. Mais ce que Thomson découvre est beaucoup plus petit. Ces particules avaient une masse de l'ordre d'un millième de l'atome d'hydrogène. C'est une révolution scientifique. Les atomes ne sont plus les plus petits objets de l'univers. Et ces nouvelles particules incroyablement petites, appelées électrons, sont la clé du dispositif de Fleming. Tout commence avec le filament rougeoyant. Lorsqu'il chauffe le métal, les électrons commencent à bouillir en surface. Les électrons sont chargés négativement. Et le dispositif de Fleming repose sur le fait que les charges opposées s'attirent. Si vous mettez une plaque métallique juste à côté, chargée positivement, elle va attirer ces électrons de façon très efficace. Vous obtiendrez ainsi un courant électrique, puisque les électrons transportant le courant vont se précipiter sur cette plaque. Mais le courant ne peut pas circuler dans l'autre sens. Si on échangeait les charges pour que la plaque soit négative, les électrons ne circuleraient pas, parce qu'ils seraient chargés négativement. Donc ils seraient repoussés par la plaque. C'est ainsi que fonctionne la valve de Fleming. Avec ce dispositif, l'électricité ne peut circuler que dans un sens. Au début du XXe siècle, le signal radio qui, 25 ans plus tôt, n'atteignait que 50 cm, traverse désormais les océans et les continents. C'est le problème qu'a résolu l'étrange araignée en verre de Fleming. Elle n'avait jamais eu pour objectif de façonner autant le monde que nous connaissons aujourd'hui. Pourquoi y a-t-il eu autant de répercussions accidentelles? C'est le premier dispositif électronique. C'est le début de la révolution électronique. Jusque-là, on avait des moteurs, de la lumière, des ampoules, des interrupteurs, mais on ne pouvait qu'allumer ou éteindre. On ne pouvait pas vraiment agir sur le courant dans sa forme complexe. Au cours de la décennie suivante, un troisième filament est ajouté à la diode. De minuscules changements de tension dans cette troisième connexion peuvent influer sur le courant circulant dans le dispositif. L'araignée en verre est ainsi transformée. Ça devient un amplificateur. Pensez à ce que vous pouvez faire avec. Avant toute autre chose, des points et des tirets pour le code Morse. De nos jours, je peux envoyer des messages vocaux, de la musique et faire des films parlants. Les répercussions sont conséquentes. C'est le fondement d'une grande partie du monde qui nous entoure. La télévision, les ordinateurs, les radios, les téléphones portables, Internet, tout est basé sur l'électronique. Rien de tout cela ne peut exister sans électronique. La création de cette diode lance cette révolution électronique. Et c'est une révolution qui perdure encore aujourd'hui.